Everyone, welcome. Bonjour à tous. Alors nous en revenons à la deuxième session de la conférence. J'espère que vous avez eu une pause agréable. Pour vous ici dans la salle et ceux qui sont derrière leurs écrans, mon nom est Tamas Kadar, je suis un des co-directeurs d'Equinet, comme il a été dit, vous le voyez sur le programme, donc vous avez deviné qui j'étais. Je vois des visages souriants et certains très soulagés, ceux qui ont déjà fait leur présentation, mais j'espère que la première session a été intéressante, celle-ci va être passionnante également. J'ai 3 panélistes formidables avec moi ici et notre sujet va être de parler des autres compétences mobilisées par les organismes pour l'égalité de traitement en lien avec les acteurs du droit dans la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. C'est difficile parce que nous sommes tous avocats et pourquoi parlerions-nous d'autre chose que de la loi, du droit? Donc, nous avons pensé qu'avec le défenseur des droits, il était important de parler d'autres pouvoirs et d'autres outils que les entités, les organismes travaillant sur ces discriminations puissent utiliser. Donc, alors, il ne s'agit pas seulement de la cour, ce que l'on fait devant les tribunaux, mais également d'autres sujets, ce qui montre qu'on ne peut pas seulement faire du travail judiciaire de manière isolée. Vous devez utiliser tout un ensemble d'autres pouvoirs, outils, parce que sinon, il n'est pas possible de travailler efficacement si on est isolé. On peut penser à la manière dont comment se battre si on n'a pas de cas. Nous avons entendu l'importance de développer des lois anti-litigation, mais grâce à ces entités d'égalité, grâce à la publicité, il est important. Et nous avons également entendu que beaucoup de cas sont résolus. Donc, alors on utilise ces pouvoirs pour travailler sur les litiges. Et nous avons entendu lors de la précédente session que les entités sont mentionnées dans la directive. La première fois qu'on en a parlé dans les textes de législation, c'était la directive de l'égalité. Et puis ensuite, elles ont été présentées pour l'égalité des genres. Mais ce que nous voyons dans les directives sont des standards minimums. Et donc, il est dit que les entités doivent pouvoir apporter une assistance indépendante pour les enquêtes, de réaliser de manière indépendante également, mais c'est là où ça s'arrête. Et nous avons découvert, en tout cas au sein d'Equinet, qu'il était d'une importance extrême de définir mieux ce que nous souhaitons dire par ces entités d'égalité et à quoi elles devraient ressembler. Nous avons demandé cela et nous avons, pas seulement auprès de la société civile, mais nous sommes reconnaissants par rapport aux collègues de la Commission qui ont bien reçu ces arguments, ces demandes, et en 2018, cela fait bientôt donc 4 ans, des recommandations ont été publiées. C'est un instrument non contraignant, mais c'est un acte légal, donc sur les prérequis pour ces entités. Et donc, sur FOOTOF, il y a un rapport qui a été publié sur l'application de la directive de l'emploi également, qui a été publié l'année dernière, accompagné d'un document sur les entités d'égalité. Et je pense que c'était une étape importante, les organismes d'égalité, pardon. Donc cela veut dire qu'il faut avoir un niveau suffisant d'indépendance, de ressources, de pouvoir, et ainsi de suite. Mais la chose positive, c'est que nous avons aujourd'hui avec nous Claire Hasenfratz, chargée des affaires juridiques, Direction générale justice et consommateurs, et elle va nous parler de l'initiative, nous dire ce que ça va apporter aux organismes pour l'égalité de traitement. Et donc, je vous donne la parole, Claire, à présent. Je crois que vous avez présenté les différentes étapes clairement de la
des lois d'égalité. Et depuis l'année dernière, nous avons travaillé sur une nouvelle initiative législative pour des standards contraignants pour ces organismes pour l'égalité de traitement, un niveau minimum prérequis pour les rendre forts ou les renforcer. Et j'aimerais simplement vous donner quelques éléments sur le délai. Donc, nous travaillons déjà depuis l'année dernière. Nous avons publié une feuille de route en juillet 2021. Il y a eu une consultation publique. Nous avons réalisé une étude. Nous avons interviewé tous les organismes pour l'égalité de traitement. Nous avons organisé des ateliers, des conférences participatives. Nous avons réellement consulté tout un ensemble de parties prenantes de façon large. Et maintenant, nous sommes en plein dans le processus d'ébauche de la législation. Rien n'est encore défini et donc tout ce que je vais vous dire n'a pas encore été approuvé par les commissions. Donc je parle simplement de ce dont nous avons discuté durant la consultation, ce que les parties prenantes ont soulevé en termes de messages et ce à quoi nous réfléchissons. Je ne peut pas garantir que cela sera mentionné dans les propositions qui seront adoptées en septembre cette année. Donc, ceci étant dit, nous sommes ici pour parler des pouvoirs des litiges et je voulais simplement faire un premier point pour dire que notre proposition va répondre aussi aux ressources et à l'indépendance, puisque ces points ont été identifiés comme des défis clés pour beaucoup d'organismes sur l'égalité. Et la proposition que nous faisons, en particulier le nombre suffisant de ressources pour qu'on puisse jouer un rôle important et que toutes les missions puissent être remplies. Nous en avons discuté de cela dans le premier panel. Ce sont des défis importants. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des pouvoirs du litige. Qu'est-ce que cela représente pour les cours ou autour des cours? Nous avions un atelier dédié sur les pouvoirs d'égalité de ces entités avec les pouvoirs investigatifs. Nous sommes arrivés tout en haut de ce que les organismes pour l'égalité nous ont dit. Ils ont dit que ce qui était important pour les organismes de l'égalité afin de faire une différence. Pour nous, à la Commission, nous faisons très attention aux différentes traditions des États membres et un message clé reçu, c'est que les parties prenantes, les organismes pour l'égalité ne souhaitent pas un modèle pour tous. Ils ont développé leur propre manière de travailler et vous l'avez vu lors du premier panel, chacune le fait de manière différente ou légèrement différente. Et notre objectif n'est pas de dire que tous les organismes pour l'égalité devraient fonctionner de cette manière, mais il faut savoir qu'ils ont les pouvoirs minimaux afin de pouvoir travailler et aider les victimes de façon efficace pour leur accès à la justice. En réfléchissant à cela, nous réfléchissons aussi aux différents pouvoirs qui pourraient aider. Cela veut dire que nous aimerions avoir des organismes pour l'égalité qui les aident entre leurs mains, mais qu'ils puissent choisir ceux ou celles qu'ils vont choisir et dans quelle proportion, selon leur tradition au niveau des États membres. Alors, pour ces pouvoirs de litige, il faudra pouvoir agir de la part ou en soutien d'une ou de plusieurs victimes et également, cela a été mentionné par Patrick à plusieurs occasions, être capable de travailler sur des contentieux en leur propre nom, même en l'absence de victimes, puisque cela a été répété de nombreuses fois, c'est très important. Parfois, il n'y a pas de victimes ou pas de victimes qui aient les moyens de se rendre auprès des cours, donc aux tribunaux. Donc, les organismes pour l'égalité devraient être capables de le faire. C'est ce à quoi nous réfléchissons pour les pouvoirs des contentieux. Et il y a également la possibilité de faire des déclarations écrites ou orales devant la Cour. Nous avons parlé de amicus curiae. Il est important que dans tous les cas,
les organismes pour l'égalité soient capables de faire ces déclarations devant la Cour. Et ensuite, il y a également beaucoup d'autres manières dont les victimes peuvent avoir accès à la justice par rapport à la médiation. Certains organismes le font très bien et il y a peut-être des systèmes qui pourraient être moins coûteux ou plus rapides que de se rendre au tribunal. Et quand il n'y a pas de raison stratégique pour se rendre devant les tribunaux, peut-être une interprétation de la loi qui est nécessaire, une médiation ou conciliation pourrait être la solution. Nous pensons aussi que ce serait bon pour les organismes pour l'égalité d'avoir la conciliation par égard respect, puisque certaines entités sont plus développées au niveau de la conciliation et la négociation, mais il y a des mesures chez tous les États membres grâce aux nouvelles législations. C'est ce à quoi nous réfléchissons par rapport au pouvoir de contentieux et de tout ce qui repose autour. Voilà, merci. Thank you so much, Claire. I think this was really interesting, and of course, comme Claire l'a dit, c'est très intéressant. Soyez assurés que ce qu'elle a dit ce n'était qu'une petite partie vraiment de ce qui va maintenant paraître dans la loi. Nous aurons beaucoup d'autres choses, des provisions, d'autres éléments, d'autres aspects très importants qu'elle n'a pas pu mentionner faute de temps, notamment la coordination entre les différents acteurs, etc. Et je pense que c'est très important également de parler de la médiation, des réconciliations. Chacun fait ses propres recommandations, ses propres décisions, mais je pense que c'est également être un moyen de collaborer qui peut être bénéfique pour les victimes, mais également avoir un impact sur les systèmes juridiques, les systèmes des tribunaux. Je pense que c'est également très important de voir que les tribunaux sont un peu comme des tours d'ivoire, mais ils font quand même partie de la société. Et s'il y a des changements importants dans la société, des efforts que font les gens ou la société civile pour pouvoir rendre la société plus vivable, eh bien, cela aura un impact également sur les systèmes des tribunaux. Et les organes d'égalité de traitement sont également dans une bonne position pour influencer ces changements majeurs grâce à leur pouvoir, notamment le pouvoir de contentieux, de litige, comme par exemple aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle, des nouveaux procédés qui ne sont pas forcément nouveaux d'ailleurs, mais certains domaines qui peuvent être propres à des litiges. Ça peut être des discriminations religieuses, le profiling, le profilage, etc. Et je pense que c'est un point important pour un premier tour de questions. Je vais d'abord poser cette question à Romanita Lordace. La première question que nous pourrions aborder maintenant est en lien avec ce que nous avons entendu lors de la première table ronde, peut-être d'un point de vue différent, d'un angle différent. Comment engager les organes d'égalité de traitement, comment engager les litiges quand cela est fait par les ONG, ou quelles sont les autres manières de faire. Et je pense que vous avez des expériences assez intéressantes à partager. C'est vraiment un honneur. Puis, je veux parler en anglais. C'est mieux comme ça. Trust me with this one. Vous pouvez me faire confiance. Voilà, je vais parler donc en anglais à présent. Ce que font les organes pour soutenir les victimes. Et ma réponse, ce n'est pas seulement tiré de mon expérience, mais également des rapports, les rapports produits par les réseaux, des lois au niveau européen pour l'égalité de traitement. Et ensemble, avec mes collègues,
Nous avons donc co-signé ce rapport et nous avons une occasion extraordinaire de pouvoir voir quelles étaient les pratiques et les législations dans tous les États membres. Et nous avons réalisé que même si les directives concernant l'égalité de traitement apportent une norme minimum, dans tous les pays, nous avons vu qu'il y a des choses en plus. Il y a vraiment des efforts en termes de soutien aux victimes, que ce soit les preuves, le partage des fardeaux ou l'engagement avec les parties prenantes. Nous voyons des engagements qui continuent de développer ces normes minimums et qui engagent davantage d'acteurs dans le travail contre les discriminations. Une des manières que nous voyons, c'est-à-dire ce que peuvent faire ces organes de soutien aux victimes. Isabelle l'a mentionné rapidement. Elle a parlé des positionnements des organes en question devant la Cour de justice ou la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans notre rapport, nous avons trouvé différentes positions basées sur notre expérience en Roumanie, de voir comment ces organes peuvent sérieusement s'engager dans le soutien aux victimes et changer vraiment la législation. Donc, je vais commencer avec mon dossier préféré, mon affaire préférée. Lorsque nous avons travaillé avec l'organe roumain, que nous avons apporté à la Chambre européenne de justice concernant les services d'immigration dans le cadre d'une interdiction de reconnaître les mariages de même sexe. Donc des couples homosexuels ou des couples de même sexe qui veulent rentrer en Roumanie après s'être mariés en Belgique. Qu'est-ce que cela a à faire ou à voir avec la discrimination? Vous me direz bien sûr que ce cas a été présenté au tribunal. Dans la loi roumaine, tous les cas qui sont en lien avec la discrimination, c'est quelque chose d'assez spécial en Roumanie. Ce n'est pas un intervenant ou un tiers. Donc le juge a l'occasion, en réalité, d'entendre le message qui vient de la part des experts qui traitent ce dossier. Ça, c'était en 2018. Il faut que je vous donne un peu de contexte. À l'époque, en Roumanie, il y avait une campagne il y avait une proposition d'amendement de la Constitution. Nous étions à une époque où, à la Cour constitutionnelle, les gens étaient censés décider si la définition de la famille selon la Constitution roumaine devait être restreinte ou maintenue comme elle l'était pour inclure mariage entre deux hommes ou entre deux femmes et qui pouvait être interprétée d'une manière beaucoup plus progressive. Donc notre décision était de saisir le tribunal sur ce cas et de saisir la Cour constitutionnelle. Nous sentions le besoin d'apporter une dimension humaine dans un dialogue ou un débat qui était très difficile, qui avait lieu au niveau libéral, mais qui n'avait rien à voir vraiment avec les bénéficiaires et avec les victimes avec lesquelles nous travaillons. Bien sûr, notre organisme est entré en jeu et c'est là où la magie a opéré. Lorsque vous avez une institution indépendante
les gens peuvent avoir un argument basé sur l'égalité de traitement pour travailler avec les bénéficiaires et expliquer aux juges constitutionnels la valeur de l'égalité de traitement comme cela a été inscrit dans la Constitution, mais également de voir comment ils ont pu nous aider à donner à la Cour constitutionnelle de saisir la Cour européenne de justice. C'est la première fois où la Cour européenne de justice s'est servie d'une référence et ne savait pas exactement comment le faire, ni s'ils avaient le droit de le faire ou pas. Donc, avoir de notre côté l'organe de défense ou d'égalité de traitement a vraiment donné la dimension européenne à notre argument et a décidé ensuite d'envoyer ce cas au Luxembourg. Quels étaient les défis de ce couple homosexuel en Roumanie? Alors, pour faire bref, la décision au final de la Cour de justice était vraiment merveilleuse parce qu'elle a soulevé ou l'a mis en avant le besoin de protection, ce qui a forcé la constitution roumaine assez conservatrice à trouver une décision assez courageuse. Nous avons un nouveau cas à présent à Strasbourg. Tout cela est un processus qui était très important à ce moment-là dans ce combat qui a été très polarisé avec d'un côté les groupes conservateurs et les groupes progressistes de l'autre. Pour vraiment restreindre les droits de la population. Donc, l'organe d'égalité de traitement a pu apporter un argument qui a été très profond. Un autre exemple, c'est aussi un autre exemple en Roumanie, pas seulement en tant que plaignant, mais en tant que défense. Nous avons eu un cas qui... Dans ce cas, nous n'étions pas satisfaits avec une décision qui avait été émise par l'organe d'égalité de traitement, et ce qui nous a poussé à réfléchir sur la question d'un remède efficace. Patrick a mentionné un cas d'organes qui ont soutenu des États membres pour pouvoir émettre des opinions ou des avis assez prononcés. Nous avions d'un côté des agences gouvernementales de Hongrie, de Lituanie et de Pologne, et nous nous sentions vraiment seuls lorsque nous cherchions à défendre les droits fondamentaux. Donc, c'était une loi importante, ou c'est une loi importante qui doit être utilisée davantage à Strasbourg. C'était un peu différent. Je crois que ça a déjà été mentionné. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je peux mentionner à partir de cette expérience, qui était quelque chose de positif, c'est ce qui s'était passé ensuite. Lorsque vous avez une bonne décision de la Cour européenne, lorsque la Cour de Strasbourg a émis son jugement, nous avons travaillé autour d'un cas de violence, de haine raciale, ou haine homophobe plutôt. Nous avons eu un groupe de travail qui a travaillé sur ce cas.
et la présence des organes d'égalité de traitement au sein de ce groupe de travail, avec le ministère de la Justice également. Cette présence a vraiment apporté des éléments supplémentaires importants qui ont donné cet équilibre pour pouvoir justement calmer les deux parties. Des ONG étaient très en colère d'un côté. J'aimerais également mentionner le rôle de certains de ces organes pour soutenir des victimes. Dans le rapport, nous avons couvert un exemple en Norvège. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à cocher toutes les cases. Ils étaient vraiment très, très présents pour soutenir les victimes. Ce qui me ramène à cette question, c'est-à-dire de regarder les faits. Je travaille avec des bénéficiaires, des personnes qui ont été victimes de discrimination, qui souvent ont refusé de lancer des procédures, soit par crainte d'être davantage attaquées. Cela a été abordé dans la table ronde précédente. Il y a beaucoup d'études. L'Agence des droits fondamentaux a fait des enquêtes importantes sur les minorités ethniques, la communauté des Roms, les communautés LGBT, etc. Si nous ne trouvons pas de moyens de sécuriser les fonds nécessaires pour soutenir les victimes, eh bien, nous n'aurons pas de cas à défendre. Il y a quelques modèles et je peux vous donner donc mon préféré. Après ça, je vais me taire, rester encore quelques minutes attentif. Mon cas préféré, c'est le cas d'un Italien dans un contexte où il n'y avait pas vraiment une jurisprudence assez forte dans ce cas. Il voulait créer un fonds de solidarité pour soutenir des avocats. Ce n'était pas beaucoup. On parle ici de 600 € pour chaque étape de la procédure. Cet argent était donné aux avocats. Je comprends un petit peu comment UNA fait quelque chose de semblable. Donc, pour soutenir l'avocat qui devait défendre un cas, et pour que cet argent puisse être utilisé même pour d'autres affaires. Patrick a mentionné d'autres systèmes qui fonctionnent bien aussi. Je ne vais pas en reparler. Je peux parler également d'une association des litiges autrichiennes avec des ONG qui travaillent contre la discrimination, dans la lutte contre la discrimination, qui ont des statuts particuliers et cette association est financée par les autorités autrichiennes. Il y a donc des moyens également d'aider ceux qui aident pour faciliter les actions juridiques de sorte à aider au mieux les bénéficiaires de ces aides. Thank you very much, Romanica. Merci beaucoup. Ce que vous avez mentionné vraiment soulève d'autres questions et ouvre d'autres pistes de réflexion. Certains exemples font mal au cœur quelque part. Si on pense que rien ne s'est passé au niveau national alors que la loi européenne était là, mais ça c'est un autre débat, j'imagine. Tena Simonovic, Anne Walter, médiatrice de la République de Croatie. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose sur cette question? Comment vos institutions, par exemple, soutiennent les personnes impliquées dans la lutte contre la discrimination? Bien sûr, avant de commencer, je veux d'abord remercier
la présidence française pour avoir organisé cette discussion à ce moment crucial. Et je voulais vraiment le dire ici sur l'estrade. Je crois que je suis la seule représentante ou médiatrice de la République sur cette estrade et je peux vous dire que dans ce travail, nous avons vraiment plaidoyé depuis tellement longtemps. Et que lorsque vous travaillez dans une institution comme celle-ci, vous comprenez pourquoi nous avons vraiment rêvé de ces lois contraignantes. Donc j'espère que cette conversation va pouvoir enrichir les projets de loi. Alors, de notre perspective, je dois aussi dire pourquoi les litiges au niveau européen sont très importants. Nous sommes impliqués dans beaucoup de cas. C'est pourquoi nous sommes là. Et ce que nous avons vu, c'est que lorsque nous soutenons les bénéficiaires, mais également les ONG, lorsqu'elles défendent des cas de litige, est très important. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons nous joindre en tant qu'intervenants dans différents tribunaux. Nous ne sommes pas amis de la Cour. Comment est-ce que cela fonctionne? Bien sûr, nous apportons des arguments juridiques de la part de personnes qui ont été victimes de discrimination. D'après la perspective, selon notre relation plutôt avec les ONG, c'est quelque chose qui va vraiment au-delà. C'est un exercice qui nous permet de bâtir des passerelles et de nouer des relations, des liens. Nous avons commencé cela de manière microscopique, mais cela a été très important, non seulement pour les victimes de discrimination. Et je n'en dirai pas plus parce que je sais qu'il y a encore d'autres sujets à couvrir. Merci beaucoup, Tena. Effectivement, faire des passerelles, c'est vraiment important. Être des passerelles entre la société civile et les gouvernements. Vous avez mentionné également, et cela montre que ces organes peuvent contribuer à l'égalité d'armes, comme il a été mentionné dans la session précédente. À présent, nous allons passer à un autre sujet qui sont les autres moyens d'influencer, de contribuer à cela, c'est-à-dire comment ces organes défendent et font la promotion de ce travail d'égalité de traitement, comment ils apportent ces cas devant les tribunaux, devant les juges, comment ils conduisent des campagnes de sensibilisation auprès des populations. Et j'aimerais actuellement, je voudrais demander à Tena de commencer. J'aime tous ces cas. Nous n'avons pas encore de décision contraignante. Nous ne pouvons pas prendre des décisions de sanctions, mais nous avons des recommandations et les opinions peuvent également marcher. Nous sommes également impliqués dans des litiges stratégiques, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le travail préventif. Dans tous les cas que vous avez des situations qui se sont déjà passées. Je pense que ça vaut la peine d'investir en temps dans les lois avant que les lois ne soient passées. Nous avons fait beaucoup de campagnes en 2008, en 2009, et nous nous sommes spécialisés au fil du temps dans certains domaines de la loi en particulier ou avec certains groupes que nous ciblions en termes de recherche. Et ce que nous avons découvert qui était très utile, lorsque nous faisons des recherches particulières, par exemple sur les discours de haine en ligne, etc., qui est en lien d'ailleurs avec notre mandat, nous utilisons toujours la même méthode dans nos recherches et nous la répétons tous les 5 ans. Nous observons plusieurs choses. Nous regardons par exemple les préjudices, les législations antidiscriminatoires,
nous apprenons davantage de choses sur nos propres législations et nous voyons également comment la discrimination est perçue. Donc, au fil du temps, vous voyez vraiment les tendances se dessiner et certaines choses se répètent, mais d'autres évoluent. Mais j'aime toujours retourner à la formation. J'aime retourner à la phase de formation parce que c'est très important. Lorsque nous parlons de poursuites judiciaires, nous avons des juges, nous avons qui sont formés, des procureurs qui sont formés, des policiers qui sont formés dans notre système juridique. Ils sont chargés des poursuites judiciaires sur la base d'actes de discrimination. Mais nous avons vu à maintes reprises qu'il ne faut pas seulement former les juges. Si les autres magistrats ne sont pas formés, eh bien, les juges ne sauront pas quoi faire non plus. Donc, nous formons également les juges d'instruction. Nous formons également donc les procureurs, les employés, et les juges en particulier, notamment concernant les droits fondamentaux et notamment les éléments des accusations. Alors, c'est peut-être un conseil que nous pouvons apporter pour ceux qui veulent former les juges. Lorsque nous avons commencé notre formation, il y a eu beaucoup de résistance. Il est difficile de trouver une motivation. Les gens nous disent, vous n'êtes pas juge, vous ne pouvez pas nous former. Donc, nous avons fait intervenir des juges de l'extérieur et ils nous ont dit non, leur système est différent, ils ne savent pas comment notre système fonctionne. Après un moment, nous avons trouvé le bon modèle pour nous et le bon modèle, c'est d'inclure ou d'impliquer un juge de la Cour suprême de niveau élevé. Nous avons des experts également sur les questions de discrimination et les juges respectent les juges de la Cour suprême. Et de cette manière, cela a marché. C'est un conseil que je peux vous donner. Je vais m'arrêter là. Je pourrais en dire plus, mais je sais que nous manquons de temps, donc je m'arrête là. Non. J'espère que vous avez pu écouter et prendre ces conseils en provenance de la Croatie. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que la réponse est assez évidente. Les recherches que vous conduisez, est-ce qu'elles sont utilisées au tribunal? Est-ce qu'elles sont utilisées? Est-ce que d'autres, comme les procureurs, les avocats généraux, les utilisent? Use it in courts, but we also use it. Nous l'utilisons dans les tribunaux, mais également dans les documents officiels. C'est également utilisé par différents acteurs, par les médias également. Ça, c'est important. Nous travaillons aussi avec les médias. Lorsque vous faites des campagnes de sensibilisation, ce que nous découvrons, c'est que peu importe le montant d'argent que vous avez, vous n'avez jamais assez d'argent pour faire une bonne campagne. Les minutes de campagne, bien sûr, sont très chères, mais lorsque vous vous servez des médias comme des amis pour communiquer le bon message et pour le faire de manière régulière et que vous envoyez également les résultats des recherches à vos amis, aux journalistes, eh bien, cela marche. Surtout si vous le faites d'une manière stratégique, vous faites quelque chose de continu sur le long terme. Nous utilisons nos ressources, d'autres personnes utilisent nos ressources, nos résultats de recherche. Lorsque vous les donnez aux bonnes personnes, eh bien c'est une bonne chose. Et moi, je dirais, donnez-les aux médias. Je pense que cela montre également comment c'est un écosystème dans lequel nous travaillons. Il faut penser en termes d'écosystème, pas seulement de manière bilatérale ou unilatérale, mais nous devons penser à tous, aux procureurs, aux avocats, aux chercheurs, aux médias. Oui, j'allais vous donner la parole de toute façon, donc allez-y, je vous écoute. Au niveau de l'organe de Roumanie, parfois,
ils arrivent à faire ces enquêtes de manière annuelle ou ces sondages pour sonder quels sont les avis de la population et quelle est la perception de la discrimination. Je pense qu'au cours des 20 dernières années, ils l'ont fait tous les ans. Ils ont cherché différentes manières de le faire et cela nous donne, en tant qu'avocat, en tant que plaidoyer pour la lutte contre la discrimination, un moyen de pouvoir analyser, de pouvoir évaluer comment ces thèmes sont perçus dans la société et cela nous rend capables de nous adapter et de faire des priorités dans les ressources limitées qui sont les nôtres. Un autre modèle intéressant pour utiliser les recherches, c'est quelque chose que la Commission contre la discrimination bulgare a fait, basé sur les nombreuses plaintes qui ont été reçues sur la difficulté d'accessibilité. Ils ont décidé en 2018-2019, ils ont conduit une campagne avec des chercheurs, avec des campagnes de sensibilisation, ainsi que plusieurs cas qui étaient initiés par eux. Cela faisait partie de leur mandat. Si on se focalise sur un thème en particulier, en utilisant tous les différents pouvoirs des organes d'égalité de traitement, c'est une bonne stratégie. Concernant la formation, effectivement, le fait d'avoir un juge de la Cour suprême, c'est une très bonne idée. Nous n'avons pas pu les trouver à notre niveau, mais si nous parlons du point de vue des chercheurs qui ont beaucoup de formation pour les juges, pour les avocats, pour les policiers, etc., dès que nous avons fait la même formation avec les membres des organes d'égalité de traitement, même si à nombreuses reprises nous avons eu différentes interprétations de la loi et nous avions différentes positions par rapport à cela, mais les discussions que nous avons pu avoir entre nous ont été très utiles pour les participants, qu'ils étaient des procureurs, des juges, des avocats. Ils ont vu la valeur du débat et la valeur de s'engager vis-à-vis des droits fondamentaux, de la défense des droits fondamentaux, même si nous avons aussi cette question qui est de bâtir la confiance dans les institutions. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose en sens unique. Lorsque vous êtes engagé à dialoguer, même si nous nous critiquons et nous ne sommes pas d'accord, mais c'est ainsi que nous pouvons bâtir la confiance en continuant de nous engager dans les discussions. Merci infiniment. Je pense que cette confiance est essentielle. C'est un élément crucial et c'est une autre illustration de comment construire des passerelles. Claire, j'allais vous demander votre opinion, votre vision, les plans de la Commission par rapport à cela. Merci, Tamas. Et en effet, ce sur quoi nous travaillons, il y a bien sûr plusieurs éléments pour ce rôle promotionnel. Alors, tout d'abord, dans les dispositions actuelles sur les organismes pour l'égalité de traitement, ce sont ensuite réellement dans la disposition, dans les provisions. Il n'y a pas de tâches spécifiques. Donc, à notre idée, cela devrait être rendu plus clair. Ils ont un rôle à jouer et pour ces promotions et prévention, comme vous l'avez expliqué, c'est quelque chose que nous aimerions faire et nous aimerions apporter des détails sur quelle forme ils peuvent prendre par rapport à la formation, renforcement des capacités, information, des campagnes et également les publication des recommandations, des conseils. Et il y a toute une partie sur la collaboration, puisque dans la directive sur l'égalité des genres,
qui est plus récente, la collaboration a été ajoutée en tant que tâche, mais c'est très étroit. Il s'agit qu'avec l'Institut pour l'égalité des genres. Donc nous aimerions accroître cette obligation de collaboration à tous les acteurs publics et privés. Et vous l'avez mentionné, il peut s'agir des juges, des avocats, des forces de l'ordre, mais aussi des ONG, ceux qui représentent les victimes et les médias. C'est un point important également. Nous avons aussi un autre aspect qui est lié, bien entendu, sur la sensibilisation et l'accessibilité. Nous avons des dispositions là-dessus, puisqu'il y a de la recherche qui prouve que les personnes ou certains groupes qui sont à risque d'être discriminés, ce sont ceux qui en savent le moins sur les organismes pour l'égalité. Pas toutes les discriminations, mais beaucoup d'entre ces discriminations, donc ces groupes discriminés. Donc il y a un besoin de sensibilisation sur les droits des personnes et sur l'existence de ces organismes pour l'égalité. Pour faire cela, de façon à ce que l'on cible les groupes en question, comme par exemple pour les jeunes, cela pourrait être sur les réseaux sociaux, mais pour d'autres groupes à risque d'être discriminés et qui n'ont pas accès à des appareils numériques ou digitaux, il faut pouvoir avoir accès à tous, ou donner l'accès à tous du moins. Donc, et enfin, pour la recherche, nous avons eu des ateliers dédiés pour savoir sur quel organisme pour l'égalité devrait travailler sur telle ou telle donnée. Le résultat de cet atelier était que beaucoup de parties prenantes ont dit qu'il ne devrait pas avoir une obligation pour les organismes pour l'égalité de collecter ces données. Ce n'est pas leur tâche principale, leur rôle principal. Ils devraient cependant être capables de le faire, mais ce n'est pas leur rôle principal. Et ce qui a été souligné, c'est la possibilité d'avoir accès à des données sur l'égalité qui est déjà collectée par d'autres acteurs. Ça, c'était intéressant. Et nous réfléchissons plus sur cela en gardant, bien entendu, les tâches des enquêtes. Ça, c'est dans les dispositions actuelles. Bien sûr, ces organismes sont engagés dans la recherche et devraient continuer à le faire, mais il y a aussi des moyens d'accéder aux données qui sont collectées par d'autres et peut-être réaliser des recommandations avec d'autres acteurs comme les bureaux de statistiques, le bureau du travail, savoir quelles données devraient être rassemblées et avoir un dialogue avec eux afin que ces organismes pour l'égalité puissent utiliser les données, bien sûr, devant les tribunaux ou dans leurs rapports. Merci, merci beaucoup Claire. Je crois que tout cet ensemble de points montre qu'il y a une compréhension des pouvoirs de promotion. Ce n'est pas une chose agréable à faire, mais elles sont nécessaires pour les organismes pour l'égalité afin qu'ils puissent effectuer leur travail. Et en fin de compte, c'est la question de l'efficacité de la mise en œuvre de ces lois. Donc, pour revenir sur ce que vous avez mentionné, sur les organismes pour l'égalité qui collectent des données, je crois que cela nous mène à notre dernière partie sur la façon dont les organismes pour l'égalité peuvent jouer un rôle essentiel dans la collecte de données et surtout pour les cas présentés aux tribunaux. Et je crois qu'on a un exemple. Alors, la confiance, c'est l'un des points les plus importants pour moi. Cela nous a pris des années et des années de planning stratégique sur la manière de faire du rayonnement sur ces problèmes et travailler auprès des populations roms. Donc cela nous a pris des ans. C'est vraiment un effort de longue durée. La collaboration est également clé. Je crois que
nous sommes obligés de coopérer avec les ONG. Nous devons le faire. Il est dit que nous devons le faire en relation avec notre rapport annuel. Et nous réalisons un rapport annuel, pas sur notre travail, mais basé sur la situation de l'égalité dans le pays. Ce qui est vraiment très compliqué à réaliser, puisqu'il faut englober tous les événements de l'année, tous les litiges, on ne peut rien éviter. Donc, ce travail avec les ONG est essentiel. Nous le ferions de toute façon, mais il est dans les textes de loi. Quand il s'agit de collecte de données, pour beaucoup d'organismes, ce n'est pas possible de le faire. On ne peut pas tout faire. Et donc, il est bon d'avoir des organismes qui sont financés pour ces collectes de données, mais je ne vois pas d'organisme pour l'égalité qui parle à ces institutions sur la manière de faire pour ces collectes de données. Et je crois que ce qui est important, c'est que ces organismes doivent avoir accès aux données. Parfois, cela fonctionne bien si on est une institution qui a un accès limité aux données. Nous l'avons, par exemple. Donc, tout ce qui est secret, défense, classifié, on ne peut pas. Donc, ça peut être utile. Si c'est le secret bancaire, on dit non, il n'y a pas de secret. Et ça, c'est très utile à nouveau. Merci d'avoir mis ça dans la loi. Et quelque chose qui n'a pas encore été mentionné, l'opinion des experts. C'est formidable lorsque, dans les textes de loi, vous avez, dans la législation, il y a une obligation des experts d'être consultés. Par exemple, si c'est un expert médical, un cas sur la discrimination et la santé. Nous sommes principalement des avocats. On travaille dans différentes disciplines, mais on ne peut pas être spécialisé dans chaque domaine, par exemple la santé. Et donc, on écrit ainsi aux universités, aux experts médicaux, aux professeurs du domaine de médecine concerné. On leur demande leur avis. Quel a été le type de discrimination? Donc, pour le suivi des cas dans les tribunaux, il y a eu une obligation dans notre législation pour que les tribunaux envoient des données au ministère de la Justice, cela afin de centraliser tout et qu'on puisse réaliser des statistiques. Nous avons vu que les statistiques n'étaient pas collectées de manière adéquate, mais nous avons également réalisé qu'on ne voyait pas ce qu'il se passait, puisqu'on ne sait pas si ce qui se passe sans lire les jugements. Après un certain temps, après des négociations, nous avons obtenu des tribunaux qui nous envoient tous les procès, tous les cas. Maintenant, alors dans certains pays, c'est ouvert, mais pas dans mon pays. Si vous êtes un avocat, peut-être que vous y avez accès, mais tout le monde n'a pas accès à cela. Maintenant, c'est le cas et nous réalisons une analyse annuelle de tous les cas discriminatoires présentés aux tribunaux, devant les tribunaux, pour toutes les cours concernées, même administratives. Nous analysons ces dossiers. Cela fait partie de notre dossier annuel, puisque nous pensons que c'est de notre rôle de montrer comment il y a des discriminations au sein des tribunaux. Nous résumons ce que nous avons découvert pendant une période et tous les juges n'ont pas toujours été ravis de nos analyses, bien sûr, mais en fin de compte, je pense que tout le monde a pu apprécier que de telles analyses aient été réalisées. Et voilà l'histoire de notre suivi des cas devant les tribunaux. Merci beaucoup, Tena. Comme vous l'avez vu, nous avons reçu une lettre et elle nous dit que... Alors, un message, pardon. On nous a dit qu'il fallait clore bientôt, mais je ne voulais pas, avant de donner la parole à Romanita et Claire, pour leur penser sur ce sujet. Puisque je vais rebondir sur les remarques de Tena, et je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu comme étant inspirant sur le travail comparatif réalisé avec le rapport. Il faut être stratégique. Les organismes pour l'égalité sont des ressources, mais sous l'égide d'autres. On nous demande de faire beaucoup de choses en même temps, avec des attentes du public, de pouvoir changer la situation en une nuit. Ce que nous avons vu, à nouveau, j'ai l'impression de ne pas être à ma place de parler de ça, mais les exemples que j'ai parlé de notre défenseur des droits
et de Ounia. Alors il y a des pays où les entités, les organismes pour l'égalité font un travail d'auto-réflexion, soit à cause de la loi, puisqu'il y a l'obligation légale de faire une auto-évaluation, d'avoir ce type de compréhension de ce qui se passe par rapport à notre travail, notre impact, ou soit comme choix qui est réalisé au niveau des institutions, et cela montre un certain leadership. Si je devais faire un plaidoyer pour un élément à inclure dans les futures directives, eh bien, ce serait que cette auto-réflexion. Et le fait de suivre son propre travail, pas seulement de faire les activités habituelles, mais vraiment prendre le temps et soit faire une évaluation interne qui n'est pas très chère ou une évaluation externe qui mène à un planning stratégique, avoir une planification stratégique, un plan stratégique réalisé et avoir la chance d'être stratégique. Merci, merci infiniment, Romanita. Je crois que tout est lié. Vous avez besoin de l'information afin de pouvoir réfléchir dessus, être stratégique. Et bien entendu, il faut aussi le leadership et le vouloir, le désir de le faire. Je crois que cela nous mène à Claire maintenant, qui va peut-être nous dire un mot. Oui, juste pour clore et réagir à ce qui vient d'être dit. Nous réfléchissons en termes de rapport, l'obligation pour le rapport annuel que tous les organismes pour l'égalité réalisent déjà, et une autre obligation pour le planning stratégique. Pour réellement avoir... Alors, que l'organisme pour l'égalité puisse faire une évaluation et qu'il réfléchisse sur les priorités, quelles seront les activités de prospection et où est placée l'énergie et les ressources. Et ensuite, cela pourrait être alimenté par autre chose, un autre élément auquel nous réfléchissons, qui est de demander aux organismes pour l'égalité de réaliser un dossier sur l'état de la situation des discriminations, peut-être tous les 4 ans. Et ce rapport serait alimenté à la fois par les données collectées par les organismes sur leurs propres activités, la recherche qu'ils réalisent et également les données qui sont accessibles mais collectées par d'autres. Merci beaucoup Claire, Tena, Romanita. Si je voulais faire un résumé, ce n'est pas mon travail, mais je crois qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'attentes, beaucoup de bonnes pratiques qui existent. Donc c'est une période exaltante. Et ayant dit cela, je crois que nous allons donner la parole peut-être à quelques questions, si cela vous convient. Si vous avez des questions, c'est le moment. Monsieur Charlier. Le Kadar. Je voulais poser une question quand on a parlé des activités de promotion, de formation que l'on peut donner aux juges, aux magistrats, etc. Si un organe de promotion de l'égalité organise un sérieux programme de formation à destination des juges et des magistrats, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un certain moment que si, à l'avenir, on est amené à se retrouver devant le juge, la partie adverse pourrait estimer que l'indépendance du juge est affectée parce qu'il y a eu ce programme de formation? Est-ce que ce n'est pas un point d'attention? Are there any other questions? Y a-t-il d'autres questions ou demande-t-on aux panélistes de répondre? Le risque de conflit d'intérêts si la formation est apportée au juge. Une autre question dans la salle. C'est en lien avec ce que Patrick a déjà dit. C'est pertinent pour l'indépendance des cours, des tribunaux. C'est le cas en Grèce où nous pouvons avoir des programmes de formation avec les juges, mais seulement avec l'école des juges de la magistrature. Donc, sinon, c'est très difficile de les toucher. Et j'ai réalisé les raisons existantes et je les respecte. Du moins, je pense que c'est une conversation qu'il faut tenir. Il faut être très attentif lorsqu'on fait ce genre de choses.
mais je pense que dans le futur, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Merci beaucoup. Voilà un ensemble de questions. Qui veut commencer à répondre? Je vous regarde, Tena. Alors, je comprends. Cependant, à moins que l'on enseigne les choses aux juges, on leur parle de loi antidiscriminatoire. Si on le fait de façon correcte, je ne vois pas là où le danger se trouve. Parfois, il faut prendre le risque de parler de notre propre indépendance et nous imaginer dans une tour d'ivoire en parlant de l'indépendance des juges et réfléchir à eux en étant dans des tours d'ivoire. Qu'est-ce qui est pire? Avoir des juges qui n'ont pas été formés sur ces lois antidiscriminatoires et jugent des cas sur la discrimination, ou avoir des organismes qui puissent les former? Car il n'y aura personne mieux pour le faire. Pour moi, c'est clair. Et donc, ne dites pas, on a toujours raison. Voilà, il n'y aurait pas de conflit. Alors, j'aimerais ajouter que nous réfléchissons aussi pour le futur sur la structure des organismes pour l'égalité qui devrait leur permettre d'exercer les différents pouvoirs de manière indépendante. Et cette disposition sur les organismes qui ont les pouvoirs décisionnels qui devraient être impartiaux dans cet exercice, mais ils doivent soutenir les victimes et également être de leur côté. Donc, dans ce type de situation, il est bon d'avoir un mur qui sépare les deux différents pouvoirs et que les choses ne soient pas réalisées par les mêmes personnes. Cela peut s'appliquer ici aussi. Par exemple, le service qui apporte les formations ne devrait pas être le même qui sera devant les tribunaux, devant les juges. Donc, afin que les juges ne connaissent pas les personnes, puisque si c'est la personne qui a fourni la formation, ça ne pourra pas fonctionner. Je vais terminer et je présenterai. C'est une lettre que je vais envoyer au Père Noël, mais tous les juges devraient la lire quand il y a une formation initiale, ainsi que pour la formation, le suivi de formation légale. Il faut qu'il y ait un cours sur la discrimination ou lorsque les agents de la fonction publique sont engagés ou passent des concours, il faut qu'il y ait également un cours sur les lois antidiscrimination. Et pour les cas devant la Cour de Strasbourg, par exemple, je pense l'éducation, bien sûr, est un outil biaisé parfois pour changer le monde, mais c'est le seul outil que nous ayons. Ce ne serait pas éthique pour le formateur de se présenter devant les tribunaux, bien sûr, devant le juge. Mais souvent, lorsque nous avons des formations, nous nous demandons si les cas que nous utilisons ont été décidés par eux, par leurs collègues. Et il y a des études de cas qui sont sélectionnées de manière que ce soit respectueux de l'indépendance des juges, mais des partenariats forts avec les institutions nationales. Former les magistrats est nécessaire et idéalement, dans le mémorandum de la compréhension, c'est nécessaire. Sinon, il faut attendre que les écoles parle de ces lois. Et peut-être qu'il y a des pays où cela se passe, mais je ne le vois pas réellement aussitôt que nous le souhaiterions. Et nous voulons que l'information atteigne bien les juges. Je pense que c'est le cas dans certains pays, effectivement, mais pas dans assez de pays. Et je pense qu'en réalité, 2 commentaires de ma part. Je pense que ces arguments de conflit d'intérêts sont utilisés de mauvaise foi, en fait, voilà, d'une part. Et autre chose, je pense que nous sous-estimons et sous-évaluons les juges si nous pensons que une petite formation
ou une plus longue formation va avoir un impact sur leur indépendance de pensée. Donc, c'était mon plaisir alors de vous avoir aujourd'hui. J'aimerais vous remercier tous, toutes, Tena, Romanita et Claire. Merci pour vos contributions. Et c'est mon honneur et mon plaisir maintenant de donner la parole à Madame Langevin, qui est adjointe du Défenseur des droits chargée de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Madame Georges Pau Langevin. Du Défenseur des droits, chers membres du réseau Equinet, je vous remercie d'être venus aujourd'hui pour cette conférence, si nombreux, et je remercie aussi ceux qui nous écoutent à distance et qui sont encore là. Donc, cet après-midi a été extrêmement intéressant. Nous avons entendu 2 tables rondes tout à fait passionnantes sur les difficultés et les défis que rencontrent aujourd'hui nos organismes dans les relations avec notamment les juridictions. Donc la première table ronde animée donc, par Madame Rorive a parlé du rôle des organismes pour l'égalité de traitement devant les juridictions nationales et européennes, et vous avez fait état des expériences vécues en tant que, qu'on l'a dit souvent, amicus curiae, comme on dit, ou partie civile devant les juridictions, et l'effet de notre contribution sur le droit de la non-discrimination et sur son développement. Dans la seconde table ronde, animée donc par Tamas Kadar, eh bien, nous avons vu les autres possibilités qu'ont nos organismes pour pouvoir se mobiliser pour l'égalité de traitement en lien avec le travail de contentieux. Et on a beaucoup parlé, je crois, de formation, d'éducation, qui sont aussi des notions très importantes pour les sujets que nous avons abordés. Donc, ce que je retiens principalement de ce que nous nous sommes dit, c'est par exemple le fait que les modalités d'intervention de nos homologues irlandais, suédois ou belges devant les tribunaux nationaux et européens prouvent l'importance d'avoir des pouvoirs qui aillent au-delà des standards minimums qui sont en vigueur aujourd'hui. Nous avons aussi tous pensé et vu que l'accès à la justice est difficile pour les citoyennes et les citoyens, en particulier quand ils sont victimes de discrimination. Et nous avons dit aussi que même pour nos institutions, il est compliqué de créer des relations confiantes avec les juridictions pour leur apporter notre expertise en matière de droit de la non-discrimination, notamment par le biais et des observations que nous sommes amenés à formuler. On l'a vu aussi, au niveau européen, très peu de membres d'Equinet ont déjà été en mesure de faire des interventions devant la Cour de justice de l'UE. Donc nous voyons que c'est encore assez peu visible et assez complexe. Donc là, il me semble que nous avons des marges de progression qu'il nous faut explorer. Au-delà de cela, durant la deuxième table ronde, eh bien, on a vu d'autres façons de collaborer avec le monde judiciaire. Et les exemples croates ou roumains, nous parlant beaucoup d'éducation, peuvent nous apporter aussi des pistes que nous aurons à explorer. De notre côté, la Défenseure des droits ici a signé de nombreux protocoles de coopération avec des cours d'appel sur le territoire français. Je crois que nous avons 32 sur 36. Reste maintenant à faire vivre ces protocoles de coopération qui, dans la pratique, ne sont pas toujours aussi gratifiants que ce que nous aurions pu espérer. Par ailleurs, nous avons aussi vu que si notre coopération avec les magistrats est satisfaisante, eh bien, le contentieux lui-même de la discrimination demeure résiduel. Le nombre de décisions que nous avons, par exemple, ici en France, en matière pénale, est quelque chose finalement de tout à fait symbolique, enfin c'est de moins en moins. Nous avons quelques décisions intéressantes sur les tribunaux en matière sociale, mais en matière pénale, véritablement, il y a vraiment quelque chose à faire pour que ça existe davantage. Donc, nous avons aussi le sentiment qu'il faut que ce type de rencontre, comme que celle d'aujourd'hui, puisse se refaire régulièrement, que nous puissions avoir un meilleur partenariat avec l'École nationale de la magistrature pour structurer l'offre de formation. Enfin, je voulais signaler que tout de même, les recours en justice
se sont développés sous l'influence justement du droit européen, puisque c'est surtout une création européenne plus qu'une tradition véritablement française. Mais nous voyons bien qu'on arrive à progresser, mais nous demeurons toujours sur une vision qui est finalement assez individualiste. Ce sont des recours individuels, des condamnations individuelles, alors qu'aujourd'hui, nous voyons bien que le problème de la discrimination est davantage un problème collectif, on dirait presque systémique, mais enfin bon, il y a des mots que les gens n'aiment pas toujours, donc il faut qu'on arrive à l'utiliser au mieux. Et donc, on a peut-être à bouger sur cette question de la discrimination sur les recours collectifs, mais nous avons vu aussi que les modifications, et notamment l'action de groupe, ne donnent pas encore les résultats que nous aurions espérés. Donc nous avons l'occasion demain de continuer ce travail, cette réflexion. Nous allons demain notamment continuer à travailler sur la transparence salariale, et là encore, c'est un sujet qui est extrêmement important. Donc voilà, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de dire que nos institutions, nous en sommes conscients, ont un rôle important à jouer pour rendre nos sociétés européennes plus égalitaires. Et notamment, évidemment, sur la question dont nous allons parler demain, d'égalité entre femmes et hommes. Mais il faut aussi qu'on puisse, dans ces institutions, avoir des moyens et des ressources adaptées si nous voulons véritablement changer nos sociétés. Donc il me reste à remercier tous les intervenants pour d'abord tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir échanger avec nous. Les remercier aussi pour leur travail au quotidien qui permettent aux victimes de faire valoir leurs droits. Et c'est vrai que si on n'était pas là, on peut penser que très souvent, elles n'auraient pas eu la force de se battre pour pouvoir résister à un traitement injuste. Il me reste aussi à remercier nos personnes qui ont organisé chez nous, notamment Néphélie Atropoulos, que vous connaissez, qui a piloté tout ce travail, avec le soutien de Valérie Fontaine qui est là, et des stagiaires, Lily Haribo et Reda Gafouli, qui ont fait un très bon travail. Merci aussi à la direction de la communication. Merci au secrétariat d'Equinet pour leur appui et leur disponibilité et pour l'organisation de la journée de demain à laquelle nous serons nombreux aussi à participer. Et merci aussi aux interprètes, à la vélotypie, qui aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement utile pour le travail que vous avez accompli aujourd'hui. Et comme on parle toujours mieux autour d'un verre, donc je vous invite à terminer la soirée d'une manière plus conviviale. Vous connaissez déjà maintenant les lieux et donc on pourra se retrouver pour échanger. Et enfin, je vous signale que le vestiaire ferme à 18h30, donc prenez vos précautions. Voilà, merci à tous et encore à demain.